Rocha. À la une de l'actualité, l'immigration clandestine, Moïse Sarr dément les chiffres de l'association Diapo basée en Espagne. Selon lui, ce sont 1200 émigrés clandestins de toutes nationalités confondues. Lancement ce vendredi de l'opération Djekali à Dakar, plus de 2000 maisons libérées des eaux, 3 millions de mètres cubes d'eau pompée. Le gouverneur de Dakar fait le bilan. Le professeur Daouda Ndiaye a été primé. Il remporte le prix de la pharmacie francophone 2020. Sa réaction à suivre dans ce journal. À suivre également la page internationale de Georges Détié-Diop. Fin de campagne électorale ce vendredi en Guinée. Tension à Conakry à 2 jours de la présidentielle de dimanche. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale a démarré hier. Henri Konan Bédié et Pascal Affinguessan ont appelé en boycott du processus électoral. En France, financement libyen, Nicolas Sarkozy, inculpé pour association de malfaiteurs. L'ex-président français est mis en examen. Rendez-vous dans 15 minutes, Georges, pour le développement et juste après vous, la page des sports de Cherti Diagne. Janvier prochain pour l'entame de la saison de football chez nous, le Giraffe qui se renforce avec des ambitions bien claires. Vous l'entendrez dans ce journal avec Sodakam. Nous allons aussi nous intéresser à la Ligue africaine des clubs champions, la reprise qui est prévue pour demi avec l'étape des demi-finales aller et des demi-finales maroco-égyptiennes et puis le foot à l'étranger aussi. Nous allons nous intéresser au championnat de France qui va entamer sa 16e journée dès ce soir. Un match à attendre entre Dijon et le Paris Saint-Germain. À tout à l'heure, Cherti Diagne. Le grand journal, c'est aussi la revue de presse et en fin d'édition, point de vue, quelle suite donner aux recommandations du Conseil économique, social et environnemental pour une réforme du système sanitaire au Sénégal, débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. La gendarmerie de Kébémer a arrêté des candidats à l'immigration clandestine. La brigade a intercepté la pirogue vers Lompoul, département de Kébémer, dans la région de Louga cette nuit. Pour l'instant, le nombre de candidats n'est pas encore connu. Les autorités n'ont pas communiqué là-dessus, mais la compagnie de la gendarmerie de Louga a ouvert une enquête, nous dit notre correspondant sur place, Abraham Paul Pouillet. Toujours sur ce sujet, les précisions du secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur sur la sortie de la présidente de l'association Diapo, Aosen, qui avait révélé sur cette antenne que près de 2000 Sénégalais ont rejoint les îles Canaries en moins d'une semaine. Moïse Sarr recuse les chiffres. Selon lui, ce sont 1200 émigrés clandestins environ, mais de toute nationalité depuis début septembre. On l'écoute au téléphone avec Seydou Nourouba. Ce que je puis dire de manière claire, c'est qu'effectivement, il y a 1277 migrants qui sont arrivés sur les côtes espagnoles en 2 semaines, mais toutes nationalités confondues. Et c'est extrêmement important de faire cette précision. C'est toute nationalité confondue. Oui, il y a eu des Sénégalais. Par contre, avancer un chiffre comme ça, et on ne sait pas là où on a tiré ce chiffre, malheureusement, je n'ai pas à l'heure actuelle, encore moins par elle. Allez, pourtant, j'ai échangé avec son époux la semaine dernière, encore moins par notre mission diplomatique et consulaire. Et je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de migrants aussi qui souvent, quand ils arrivent ou bien quand ils échouent dans des côtes, se disent sénégalais et qui n'ont pas forcément des Sénégalais. Donc je pense que c'est une question à prendre avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux, mais on ne peut pas naturellement balancer des chiffres comme ça dans la presse ou ailleurs. Moïse Sarr, à l'instant, le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. 2116 maisons, 27 lieux de culte, 15 établissements scolaires et 2 cimetières libérés des eaux de pluie. Plus de 3 millions de mètres cubes ont été pompés, des actions qui ont coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Le gouverneur en a fait part à la presse tout à l'heure lors du lancement de l'opération Djekali qui a démarré aujourd'hui donc pour les 10 prochains jours. Le gouverneur Al-Hassan Sall, qu'on écoute au micro de Nafissa Toussila. Cette opération a donné d'excellents résultats et aujourd'hui que la plupart des sites ont été libérés des eaux, nous procédons à une seconde phase. C'est pour permettre déjà aux populations qui sont au niveau des sites de recasement
de rejoindre leur domicile libéré des eaux. C'est également pour les assister après les avoir logés pendant un certain temps, après avoir traité les domiciles, eh bien, les accompagner en mettant à leur disposition des produits d'hygiène, des matelas, mais également en faisant en sorte qu'au niveau de leur domicile, qu'il n'y ait point de risque de maladies liées à la présence des eaux. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons avec nos services techniques, notamment la région médicale, la PRA de Dakar, PRA c'est la pharmacie régionale d'approvisionnement, le service d'hygiène, donc la brigade régionale d'hygiène, prendre des dispositions pour que les différents quartiers où il y avait de l'eau et qu'on a pu libérer de ces eaux-là, que ces quartiers soient traités. Je dois dire également que le traitement a démarré, mais nous allons accélérer le rythme pour que, évidemment, enrayer tout risque de contamination, tout risque de maladie liée à la présence des eaux. À cause des fortes dernières pluies, les populations de Déby-Tiguette à Saint-Louis vivent également un calvaire, un mois sans eau. La faute à un château d'eau défectueux, les villageois réclament la construction d'une digue de protection pour en finir avec les inondations issues notamment des eaux du parc de Djoudj. Nabissila, correspondance. Après être resté un mois sans eau et sans électricité, le calvaire des populations des villages de Déby-Tiguette s'aggrave avec des pertes énormes. Nata Gomboj est le secrétaire général du comité de suivi des inondations. Depuis un mois, le village n'a pas d'électricité, n'a pratiquement pas d'eau et les populations souffrent toujours. La zone est toujours inaccessible. On a contacter les autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de réaction. Il y a des maisons où les téléviseurs sont gâtés, tous les appareils électroniques sont gâtés. C'est une perte énorme que les gens ont subie au cours de cette inondation-là. Le fait que les gens aillent au niveau du fleuve pour puiser l'eau, ça a des conséquences, ça a des risques vraiment de maladies hydriques, vraiment, parce que l'eau n'est pas potable. Les maladies hydriques sont dans la zone à cause du manque d'eau potable et les médicaments ne sont plus conservés. On appelle les autorités à nous venir en aide très rapidement pour que vraiment ce problème-là se résolve. Surtout le problème de l'électricité qui conditionne tout, parce que s'il n'y a pas d'électricité, il ne peut pas y avoir de santé, il ne peut pas y avoir d'eau, parce que les médicaments du poste de santé sont amenés au niveau des stations de pompage pour les sécuriser. Ça pose problème. Ces populations continuent de réclamer la construction d'une digue de protection pour sauver la localité à forte potentialité agricole des eaux du fleuve Sénégal qui entrent dans le village par le parc de Djoudj. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Vous écoutez le grand journal d'RFM à Saint-Louis sur la 99.3. Il est midi et bientôt 9 minutes. RFM, partout, tout le temps. Le point Corona de ce vendredi 16 octobre, 20 nouvelles contaminations au Covid-19, 5 cas contacts, 1 cas importé et 14 cas issus de la transmission communautaire. Une personne est décédée. Les précisions du docteur Momodou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 1084 tests réalisés, 20 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,85%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 5 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Tivaouane 3, Dakar Plateau 2, Almadies 1, Jaxaay 1, Kaolack 1, Mermoz 1, Parcelles Assainies 1, Popenguine 1, Rufisque 1, Thiès 1 et Ziguinchor 1. 67 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 15 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 368 cas ont été déclarés positifs, dont 13 704 guéris, 317 décédés et donc 1346 patients sous traitement.
Le centre de traitement des patients atteints de Covid-19 de Tambacounda dispose, lui, d'un deuxième lit de réanimation, un don de l'ONG PAF d'un coût de 20 millions de francs CFA. Objectif global, relever le plateau technique de l'hôpital régional de Tamba qui suffoquait d'un manque d'oxygène. Moussa Oumargueï. Une semaine après la problématique liée au manque d'oxygène, l'hôpital régional de Tambacounda vient de réceptionner un second lit chaud de réanimation pour les cas graves. Il s'agit là d'un geste de l'ONG PAF. Aminata Sarr est la présidente de cette ONG. Quel était le besoin le plus urgent pour la région de Tambacounda et on nous a fait savoir qu'il n'y avait pas assez de lits de réanimation pour la réponse. S'il y a un cas grave, il y a plusieurs cas graves, en fait, s'il y en avait, peut-être qu'on ne serait pas en mesure de les prendre en charge comme il se doit. Donc ce don vient contribuer à relever la capacité de l'hôpital de Tambacounda à prendre en charge les cas graves de Covid-19. Et nous souhaitons évidemment que ce matériel ne soit pas utilisé parce que ça voudrait dire que les cas sont pris en charge assez tôt pour que les personnes infectées n'aient pas besoin de respirateurs, n'aient pas besoin d'une assistance spéciale et d'une prise en charge d'urgence. La Covid-19, mais sera très utile pour l'hôpital, pour toute autre pathologie, pour tout autre besoin de réponse à un cas grave au niveau de l'hôpital. Le CTE, Centre de traitement des patients Covid-19, a alors reçu une bouffée d'oxygène, un instrument qui participe au relèvement du plateau technique du centre hospitalier régional de Tambacounda. Moussa Oumargueï, Tambacounda, Radio Futur Média. Et voici une autre bonne nouvelle dans le secteur de la santé. Le professeur Daouda Ndiaye qui vient de remporter le prix de la pharmacie francophone 2020, une consécration qui ouvre la voie à toute l'Afrique et au Sénégal en particulier pour une reconnaissance des décisions en matière de santé, de recherche et d'innovation. C'est ce qu'il a confié tout à l'heure à Seydou Nourouba au téléphone. Nous sommes sénégalais et donc c'est une reconnaissance en tout cas de l'Afrique en matière de produits, de ceux qui travaillent dans le domaine de la pharmacie, dans les universités mais également dans les centres de recherche. Donc un prix qui honore et qui reconnaît la valeur de l'Afrique et du Sénégal ne peut que rehausser en regard l'image de l'Afrique et du Sénégal à travers le monde, dans la prise de décision, mais surtout dans la validation de tout ce qui est fait et réalisé dans nos pays. Donc ça ouvre la voie à en tout cas les décisions en matière de santé, en matière de reconnaissance. Et personnellement, je sais que c'est une consécration parce que je le dis, certes que mes maîtres n'ont pas eu la chance de l'avoir, ceux qui m'ont enseigné au niveau de l'université de Dakar et partout ailleurs en Afrique, en pays francophone. Donc si moi aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir ce prix, je pense que je ne peux que m'honorer, mais également honorer les maîtres africains, les maîtres sénégalais qui nous ont enseigné depuis et qui ont également contribué à rehausser l'image de l'Afrique et du Sénégal. Donc ça ouvre la voie à tout. C'est un prix vraiment auquel chaque praticien dans le domaine pharmaceutique, en tout cas un enseignant ou un chercheur, s'attendait à avoir. Donc c'est une distinction quand même, c'est grand pour nous, c'est très grand. Professeur Daouda Ndiaye, chef du service parasitologie et mycologie de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est 12h14. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans l'actualité politique, le renouvellement des structures du Parti démocratique sénégalais, le PDS donc qui lance le processus de la vente des cartes. Cela intervient dans un contexte où le PDS s'est délesté de la plupart de ses barons. La réaction de Mayoro Faye, le chargé de la communication du PDS, interrogé par Mohamed Ali Mouba. Le Parti démocratique sénégalais va procéder cet après-midi à 17h au cours d'une cérémonie au lancement des opérations de placement, de vente des cartes pour aboutir au renouvellement des structures de base de notre parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après la levée partielle des suspensions des activités qui étaient dues à la présence du coronavirus, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, a instruit le secrétariat national chargé des structures et des mouvements de soutien de travailler dans le cadre d'une commission nationale pour établir un programme, démarrer un processus de placement, de vente et des cartes du parti. Et ce sera des moments de remobilisation du parti, des moments d'animation du parti,
Et ça permettra aux militantes, aux militants, aux sympathisants, aux membres des mouvements de soutien à Karim Wade d'acquérir le carte de membre du parti. C'est des moments très importants dans la vie du Parti démocratique sénégalais parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un parti de l'opposition qui s'est inscrit dans une dynamique de reconquête du pouvoir et de reconquête démocratique. C'est pourquoi nous voulons nous compter, élargir nos bases, s'ouvrir aux autres et permettre aux Sénégalais et aux Sénégalaises d'appréhender notre projet de société afin d'y adhérer. On va à Kédougou à présent où les autorités administratives ont décidé de mettre de l'ordre dans la gestion des stations-service. Elles veulent une meilleure prise en compte des facteurs sociaux et sécuritaires notamment. Un sujet qui a fait l'objet d'une rencontre avec les gérants de ces stations-service et les forces de l'ordre. Les précisions d'Ibrahima Djebakhate à Kédougou. La prolifération des stations de service demeure une sérieuse préoccupation des autorités administratives de la région de Kédougou. Le non-respect des consignes de sécurité, le manque considérable de secours et l'absence de plan de gestion des déchets sont autant de manquements relevés par la division régionale de l'environnement et des établissements classés. D'où une invite des autorités aux gérants des stations de service à une meilleure prise en charge des questions sécuritaires. Saher Ndao est le gouverneur de la région de Kédougou. Et ce projet que nous avons avec ces gérants de stations, c'est de nouer un fil conducteur entre nous, c'est-à-dire par le médium de la communication, et ce qui nous permettra de les rappeler leurs textes, comme j'ai dit tout à l'heure, les mettre devant leurs responsabilités une fois les textes connus. À partir de ce moment, nous serons derrière pour encadrer, pour surveiller, pour superviser, mais surtout pour orienter. Parce que notre action ne doit pas être seulement une action répressive, pourquoi nous allons partager, échanger, et de leur donner tous les textes qui sont à notre disposition pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Cette initiative des autorités entre dans le cadre du renforcement de la sécurité civile pour une meilleure gestion des stations de service qui ne cessent de pulluler à travers la région. Ibrahima Djebakhate, Kédougou, RFM. Le chômage au Sénégal, selon le BIT, le Bureau international du travail, le Sénégal enregistre un taux de 48% de chômage. Les jeunes, la couche la plus vulnérable, alors prétexte pour demander aux citoyens pourquoi le phénomène perdure. Un reportage de Salimata Aou. Devant chez lui, Abdourahmane attend tranquillement le bus. Il doit aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le chômage des jeunes, un problème réel au Sénégal. Selon lui, l'État n'a rien fait en ce sens. C'est souhaitable quand même qu'on essaie de regrouper les jeunes en GIE, bien en association, et leur donner des projets suivis vraiment par des privés ou ONG, parce qu'on a trouvé que parfois les gouvernements, quand ils organisent, c'est pour encore retourner l'argent quelque part. Les chômeurs doivent être regroupés en GIE pour essayer de les aider. À lui veut que l'État s'implique davantage. Le président lui-même nous avait promis de l'emploi, je crois entre 1000, j'ai oublié le chiffre, mais il avait donné même un chiffre pour dire que durant ces 2 mandats, il compte bien améliorer ce problème, c'est-à-dire que donner plus d'emplois aux jeunes. Mais bon, ça revient au même et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que ce sont des promesses qui ne tiennent pas ou peut-être est-ce que c'est lié avec c'est-à-dire le secteur privé actuellement au Sénégal est dirigé par les multinationales étrangères et on sait bien que les multinationales étrangères, eux, même s'ils offrent de l'emploi, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir plus d'emplois s'il y avait des multinationales locales. Vendeur de masques, Salif a arrêté ses études faute de moyens. Pour ce banlieusard, il n'a aucun espoir. Comme ça pour mu créer ay entreprise affaire yooyu noonu pour xale yi nga xamante ne bii amuñu moyen pour liggéey mu jàppal leen ci côté boobu quoi. L'emploi des jeunes doit figurer en bonne place sur la liste des priorités du gouvernement. Selon nos interlocuteurs, l'État doit prendre à bras le corps ce problème. RFM. L'actualité internationale. À 12h19 avec Georges Détiédio. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. On démarre ce tour d'horizon de l'actualité internationale avec la présidentielle en Guinée. La campagne électorale prend fin aujourd'hui. Oui, clôture de la campagne à minuit. Le scrutin est prévu dimanche, direction Conakry pour tâter le pouls. Barthélémy Ngom, vous êtes notre envoyé spécial dans la capitale guinéenne. Bonjour. Bonjour, Georges Détiédio.
Alors, Barthélémy, dites-nous, la tension et l'attente dans la capitale guinéenne, j'imagine. Absolument, de la tension. Et d'abord, il faut juste signaler d'emblée que les militaires contrôlent le centre-ville. L'accès est très difficile, voire même impossible. Ceci pour dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, Georges, dans cette situation que traverse la Guinée, à quelques heures du scrutin prévu dimanche prochain. Alors, la Guinée est sous forte tension, vous l'avez dit. Même si les Guinéens continuent de vaquer à leurs occupations, on voit nettement que l'inquiétude se lit sur tous les visages. Et même les Guinéens avec qui nous avons discuté l'ont confirmé. L'inquiétude est donc là. Et tout le monde doute encore de l'issue de cette élection présidentielle. Et situation naît un peu de la candidature du président sortant, Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat, après un référendum constitutionnel, tant contesté surtout par les membres du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, de même que la société civile guinéenne. Alpha Condé est attendu donc ce soir au cœur de Conakry, au stade du 28 septembre, pour son meeting de clôture. Son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, lui, était là à Conakry hier soir. Il est venu de Labé, son fief, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Il a drainé une foule immense avec des cortèges un peu partout, bloquant la circulation au niveau des principales artères de la ville. Les pancartes, banderoles, t-shirts plutôt aux effigies des différents candidats, au nombre de 12, sont visibles un peu partout dans les rues de Conakry. Donc, résumé, Georges, c'est la situation qui prévaut présentement en Guinée. Tous doutent de l'issue de ce scrutin de dimanche 18 octobre. Barthélémy Ngom, Conakry, RFM. Merci Barthélémy Ngom. Justement, Barthélémy, vous vous êtes entretenu avec un membre de la société civile guinéenne. Son nom, Dansa Kourouma. Il émet des doutes quant à l'issue du scrutin et évoque l'intérêt de préserver la démocratie. En réalité, le début et la finalité de la démocratie, c'est la paix. On fait des élections pour éviter des conflits, pour éviter la violence, pour éviter des situations anticonstitutionnelles qui peuvent être caractérisées par l'utilisation de la force. Donc notre conception, la démocratie doit s'exercer dans le respect de la dignité des personnes, dans le respect des lois de la République et surtout dans la tolérance politique. Et le cas spécifique de la Guinée, la violence, la justice privée ou la vengeance privée, l'instrumentalisation de l'ethnie, le repli identitaire et le caractère partisan d'une bonne partie de l'administration sur fond de violence politique sont des éléments aujourd'hui face auxquels la société civile a l'obligation de promouvoir la paix et la quiétude. Nous estimons que la finalité des élections du 18 octobre, c'est la préservation de la stabilité et de la quiétude sociale, qui sont deux facteurs qui sont source du retard, source de pauvreté et source d'inefficacité de l'État guinéen. Le scrutin présidentiel en Guinée prévu dimanche prochain en Côte d'Ivoire. Georges, la campagne électorale s'est ouverte hier pour la présidentielle du 31 octobre. Oui, et pour leur premier jour de campagne, les candidats Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié ont appelé à un boycott actif du scrutin. Ils ont demandé à leurs militants de faire barrage au processus électoral. Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié, 2 des candidats sur 4 retenus pour la course à l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, ont lancé le mot d'ordre du boycott actif à des élections. C'était lors d'une conférence de presse conjointe qu'ils ont animée le jour du début de la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire. J'ai donc consulté le président Henri Konan Bédié et ensemble, en tant que candidat retenu, nous avons décidé de porter solennellement à la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours. Que ce processus électoral est illégal, nous invitons en conséquence nos militants sur l'ensemble du territoire à faire barrage à ce coup d'État électoral que le président Alassane Ouattara s'apprête à commettre, à empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre de boycott actif par tous les moyens légaux
à leur disposition. Pendant ce temps, le candidat du RHDP, président sortant Alassane Ouattara, sera ce vendredi 16 octobre 2020 dans la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où il animera son premier meeting de campagne. Du côté du candidat indépendant, Kwadjoko Lambertin dit KKB, il devrait officiellement lancer sa campagne ce même vendredi dans la ville de Divo. Gobiayebi Abidjan, RFM. Enfin, en France, Georges, où l'ancien président Nicolas Sarkozy a lui été inculpé dans l'enquête relative aux soupçons de financement libyen lors de sa campagne en 2007. Nicolas Sarkozy a été mis en examen une 4e fois pour association de malfaiteurs, aggravant ainsi sa situation judiciaire, alors qu'il doit déjà être jugé 2 fois prochainement devant le tribunal correctionnel. C'est à l'issue de 4 jours d'audition et d'un interrogatoire fleuve de plus de 4 heures, terminé lundi, que Nicolas Sarkozy a été mis en examen une nouvelle fois dans ce dossier instruit par les juges d'instruction Aude Bourézy et Marc Sommerer. On vous retrouve dans 5 minutes, Georges, pour la revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Je suis déconnecté aujourd'hui, Georges. Donc, ce sera Mohamed Alimouba pour la revue de presse tout à l'heure. Point de vue, quelle suite donner aux recommandations du Conseil économique, social et environnemental pour une réforme du système sanitaire? Le débat dans 10 minutes. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Anna Rocha. À la une de la page des sports du football, le Jaraaf décline ses ambitions pour la saison prochaine. Oui, l'entame de la saison est prévue pour le mois de janvier à venir, mais il faudra aussi noter que le Jaraaf va représenter notre pays en compétition africaine. Et le Jaraaf a bien des ambitions. Le club fagnon de la Médina a considérablement renforcé son effectif. Soledjam. Si les autres clubs se préparent pour la nouvelle saison, le Jaraaf de Dakar se penche sur la Coupe CAF. L'équipe est en pleine préparation, nous dit Malik Daf, entraîneur des Verts et Blancs. C'est notre 3e semaine. Moi, je pense qu'on l'a bien entamé. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Les joueurs allaient vraiment en travail. On voit, c'est un bon groupe, une bonne ambiance. Et vraiment, on travaille bien. Et puis, on pense que d'ici, Inch'Allah, avant la date des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, l'équipe sera prête pour affronter n'importe quelle équipe, Inch'Allah. Sur ce, le Jaraaf de Dakar a enregistré beaucoup de nouvelles recrues. Selon Malik Daf, ces 8 joueurs vont apporter en plus. Je pense que c'est des bons joueurs qu'on connaît déjà dans ce championnat sénégalais. C'est des joueurs qui ont fait le top, qui ont été très bons durant les 2 dernières. Et je pense qu'on a joué nécessaire de renforcer l'équipe parce que nous pensons qu'on va vers l'Afrique. Et puis de l'Afrique au niveau, c'est le niveau le plus relevé. Donc, il y a 2 ans, on a été presque à la porte de la fédération. On a le fait de dépôt de justesse. Maintenant, on sait que maintenant, il faut avoir un bon effectif. Il faut avoir des joueurs aguerris, des joueurs expérimentés, des joueurs aussi qui connaissent bien cette ligue africaine. Je pense qu'on a fait des bons recrutements. L'entraîneur du club de la Médina ajoute que le Jaraaf peut hisser haut le drapeau national dans cette compétition. Ce n'est pas notre première participation en Afrique. C'est notre première participation en Afrique. On sait que l'Afrique, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais je pense qu'à force d'y aller, peut-être on apprend petit à petit. On va y arriver parce qu'il n'y a pas de secret sur le travail payé. Je pense qu'on est conscient avec nos armes, on est conscient, on sait qu'à force de travailler, bon, je pense qu'on peut y arriver. Après avoir amené le Port et le Jaraaf en Ligue africaine des clubs champions, ce sera la première fois en Coupe CAF pour Malik Daf avec le Jaraaf. Une mission que compte bien réussir le technicien. Justement, Sodekam, le programme de la Ligue africaine des clubs champions qui va reprendre dès demain avec le début des demi-finales aller. Et des demi-finales 100% maroco-égyptiennes. C'est le Wydad Athletic Club de Casablanca de Moussano qui va jouer contre Al-Ahli de l'Égypte. Match prévu donc demain samedi. Et puis dimanche, c'est l'autre club de Casablanca, le Raja, qui va accueillir les Zamalek d'Égypte le 6 novembre pour la finale de la Ligue africaine des clubs champions. Toujours dans l'actualité du foot, après la fenêtre internationale, les championnats européens reprennent du service. Avec d'abord le championnat de France qui va entamer dès ce soir sa 6e journée. Il faudra noter qu'à partir de 17h, Rennes va jouer contre Dijon. Un match auquel ne prendront pas part les Sénégalais Alfred Gomis et Baïgnan. Alfred Gomis blessé, Baïgnan qui est actuellement en méforme, lui qui était d'ailleurs en instance de départ, qui est revenu dans l'effectif et qui va devoir donc cravacher pour retrouver une place de titulaire qu'il semble
avoir perdu. Et puis juste après, à 19h, toujours ce vendredi, le Paris Saint-Germain qui occupe la 4e place au classement rend visite à Nîmes. Et puis Bordeaux contre Marseille est prévu demain samedi à partir de 19h. Reims-Lorient va aussi se jouer demain samedi dans un duel de mal classé. Le championnat anglais aussi va reprendre ce samedi pour le compte de sa 5e journée. Le leader Everton reçoit le tenant du titre Liverpool de Sadio Mané, actuellement 5e de la Première Ligue. Le choc va opposer cependant toujours demain samedi Manchester City à Arsenal qui occupe la 4e place au classement de la Première Ligue anglaise. Anna Rocha. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup, Merci à vous. Tidiane. RFM, la presse du jour. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Nous sommes en train de passer la phase critique du Magal. C'est une petite phrase lâchée au détour d'une interview qui vaut son pesant d'or et pour cause. Le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire, invité de la rédaction du journal L'Observateur, décrypte le stade actuel de la pandémie au Sénégal. Dr Bousso signale que tout se passe comme prévu, du moins pour le moment, mais que la vigilance est maintenue, non sans rappeler à ceux qui ont déjà tombé le masque que l'épidémie n'est pas terminée et que par conséquent, le respect des mesures barrières s'impose toujours. Dr Bousso confie aux confrères de l'Observateur que l'épidémie de grippe qui sévit en ce moment au Sénégal n'inquiète pas outre mesure. Les services préposés à la surveillance de la maladie surveillent. Mais attention, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, des choses vont changer pour tous ceux qui veulent embarquer pour le Sénégal. À cause justement de la deuxième vague constatée en Europe, notre pays exige un test Covid-19 obligatoire à l'entrée de nos frontières aériennes, ce à partir du 1er novembre prochain. Pour le journal Le Témoin, le Sénégal se barricade à nouveau. Dans la période du 19 septembre au 15 octobre, on a dénombré près de 70 cas importés. Le ministre de la Santé, Diouf Sarr, interpelle d'ailleurs les établissements publics. Le journal de se demander si finalement la mesure a toute sa pertinence puisqu'elle prend effet dans 2 semaines au moment où les cas importés prennent l'ascenseur. En tous les cas, semble dire Le Soleil, les nouvelles mesures prises au Sénégal inspirent ailleurs. Le journal cite les exemples de la France et des Pays-Bas. Au Sénégal, le Conseil économique, social et environnemental met la main à la pâte dans le cadre de la riposte apportée au coronavirus, ou plus exactement la santé tout court. Le Conseil propose, selon Wagram Place, une nouvelle orientation sur la base d'audition des acteurs pour une politique sanitaire plus résiliente et pérenne. L'adoption et la consolidation du plan de riposte pour un dispositif plus performant de gouvernance de la santé pour l'équité territoriale et la consolidation de la carte sanitaire. Bref, une batterie de mesures pour un système sanitaire plus résilient. Pendant ce temps, Source affirme en première page que la mission d'information sur la gestion des inondations a fini d'auditionner certaines autorités impliquées dans la lutte contre le coronavirus. On finit donc d'auditionner certaines autorités impliquées dans la lutte. Il s'agit, selon le journal, d'Aly Ngouille Ndiaye, d'Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget, du ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, Serigne Mbaye Thiam, l'eau et l'assainissement, le DG de l'ONAS, Lansana Gagny Sakho, entre autres. Un rapport attendu. Pourquoi Pape Diop, le député de Bokk Gis Gis, ne se rend jamais à l'Assemblée nationale? Absentéiste. Les proches de Pape Diop déroulent leur ligne de défense dans le journal Les Échos. Il n'est pas le seul à le faire. Maître Wade a été député sans jamais mettre les pieds à l'Assemblée, tout comme Moustapha Niasse lui-même, indique-t-il. Le PDS et le Pape Dissopi leur laissent apparemment la polémique et se déconfinent. Selon le journal LAS, l'heure est à la vente des cartes. Renouvellement en vue de ces structures. Le PDS en quête d'une seconde vie, alerte du coup. Le confrère politique toujours avec les locales qui approchent. Le journal Les Échos révèle ce matin que le ministère de l'Intérieur, apparemment prêt pour organiser ses joutes. 7 milliards injectés dans le budget du ministère de l'Intérieur. Mais le confrère note qu'elles seront certainement repoussées, mais calées pour l'année civile 2021. Le journal se demande toutefois si l'on va organiser aussi les élections pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. À la une du journal Vox Populi, cette étude de l'organisation
l'Organisation internationale du travail, le Sénégal, 3e pays au monde où le chômage est le plus élevé. Classé par l'OIT dans le top 10 des pays les plus touchés, le Sénégal affiche un taux de chômage de 48%. Seul le Burkina, 77% et la Syrie, 50% font pire que notre pays. Dans le journal Enquête, un réseau pornographique démantelé, le confrère note qu'une bande de mineurs lesbiennes tournait des vidéos pornographiques vendues à prix d'or. À lire dans Libération cet article sur 2 Sénégalais otages du maréchal Haftar. C'est en Libye. Le confrère note que le dossier a été transmis au parquet militaire, mais le maréchal Khalifa Haftar veut un échange de prisonniers avec le Sénégal. Et puis sport, véritable coup dur pour le FC Metz et son attaquant, l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1, Ibrahima Niane, victime d'une rupture de ligament croisé hier à l'entraînement. L'international sénégalais sera absent selon le journal Record au moins un mois. Dans le journal Stade quotidien, Keita Baldé, Papalou Ndiaye et Wagué Abdoulaye Diallo. Le journal nous dit c'est une course contre la montre avant la rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, le confrère donne les raisons en page intérieure. Dans ce lambe, cet accord pour une revanche contre l'Ac 2, Messen se sacrifie selon le confrère pour 40 millions de francs CFA. Dernier cachet de Messen, le journal rappelle que c'était 150 millions de francs CFA. Point de vue à midi et 36 minutes sur les réformes apportées au système sanitaire. Nous sommes en ligne avec Balou Diacham, secrétaire général du SUTSAS. Bonjour, monsieur Thiam. Bonjour, Alain. Alors, est-ce que vous avez eu vent déjà des recommandations du Conseil économique, social et environnemental suite à l'impact du coronavirus, de l'épidémie de Covid-19 sur le système sanitaire au Sénégal? Oui, bonjour à vos auditeurs et auditeurs. J'ai eu quand même l'insigne honneur de faire partie des experts qui ont donc donné des communications au niveau de ce panel organisé par le Conseil économique, social et environnemental sur la Covid et sur le système de santé globalement. Et je pense qu'après ma communication, M. Birahim Seck n'avait pas. Pour vous, Balou Cham, quel est le plus gros impact de cette épidémie sur notre système sanitaire? Bon, l'impact, c'est déjà parce que c'est les hôpitaux qui ont été mis à contribution dans un premier temps. Et de ce point de vue, donc, le tissu hospitalier a été donc impacté parce que le centre des opérations, donc pour les urgences et les secours, donc ce centre-là, à l'issue de l'épidémie d'Ebola, donc devait se déployer dans toutes les localités, dans toutes les régions, parce que les hôpitaux n'étaient pas préparés pour ces épidémies et pour les catastrophes. Oui. Mais de ce point de vue, donc, la piste hospitalière a été explorée. Ensuite, maintenant, quand les hôpitaux ont été saturés, donc une piste hôtelière a été donc exploitée. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait donc explorer la piste donc communautaire. Donc, c'est ce qui est en train donc d'être fait. Donc, dans tous les cas, que ce soit ici ou ailleurs, donc les systèmes ont été donc éprouvés et il y a des limites objectives quand même qui ont été décelées, qui ont été vécues aussi. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, si on devait réformer ce système sanitaire-là, quelle est la place des plateaux techniques dans cette réforme-là? Bon, les plateaux techniques occupent... Surtout que le Conseil économique le mentionne bien, la plupart de ces plateaux techniques de niveau 3 se trouvent ici à Dakar. Comment réussir à relever ceux de Dakar et à déconcentrer davantage nos plateaux techniques? Non, pour ce qui est de la déconcentration, là, je pense que nous avions indiqué une piste, le SUTSAS. L'acte 3 de la décentralisation a consacré le département comme région. Donc nous nous sommes dit que le département doit être aujourd'hui la référence ultime. Et de ce point de vue, donc les hôpitaux de niveau 1 donc, devaient monter en puissance parce que depuis 2010, il y a eu cette première génération d'hôpitaux de niveau 1 parce qu'on avait les hôpitaux de 2 et de 3, mais on n'avait pas des hôpitaux de niveau 1. Aujourd'hui, nous pensons que ne serait-ce que pour la proximité, pour l'accessibilité physique, l'accessibilité géographique et même financière, nous pensons que les hôpitaux de niveau 1, donc pour ce qui concerne la réforme, devaient constituer la référence donc ultime au niveau donc du département. Donc, et ensuite maintenant, le district aussi devait être
donc réformé et le district doit épouser les contours donc d'un arrondissement. Donc nous pensons que c'est des ruptures. Et maintenant aussi, les autres ruptures aussi, c'est faire en sorte que la prévention prime sur donc, le curatif, parce qu'on n'aura jamais assez d'argent pour donc, le curatif. Et donc c'est sur les questions préventives qu'on devrait mettre donc l'accent. Et c'est pourquoi nous avions aussi demandé à ce qu'on érige des directions régionales de la santé et de l'action sociale, donc en lieu et place de ces directions, de ces régions médicales. Parce que voyez-vous, au ministère du Commerce, si vous allez dans la région, vous verrez direction régionale du commerce. Si c'est aussi l'agriculture, aussi c'est ça. Mais pour la santé, si vous allez dans les régions, vous voyez région médicale. Or, on est dans un ministère de la santé et de l'action sociale. Donc, on devait procéder à cette rupture épistémologique, changer donc le contenu et non changer seulement l'emballage. Donc, aller vers les déterminants de la santé. Et si on agit sur les déterminants de la santé, on aura moins de malades. Et si on a moins de malades, on aura moins de cas graves et moins de décès. Je pense que aussi c'est la philosophie qu'on tire de la gestion de cette pandémie. D'accord, ça c'est pour les patients. Et en ce qui concerne le personnel médical en lui-même, il y a déjà un déficit et également un déficit en matière de protection des agents de santé. Oui, c'est un tout cohérent parce que autant nous avons des gaps au niveau des structures, mais si on compte aussi le gap au niveau des infrastructures pour une couverture donc des populations, mais les structures hospitalières aussi ont besoin d'équipements. Donc il y a un gap énorme aussi en équipement, mais aussi les équipements et les structures donc doivent être animés par des ressources humaines, mais aux normes, donc c'est-à-dire aux normes et aussi qualitativement aussi. Donc la problématique donc de la qualité des ressources humaines et aussi de leur protection. Donc cette question aussi avait été évoquée, la protection. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais par endroit, donc c'était largement insuffisant par rapport aux exigences donc de cette maladie qui en fait est très contagieuse. Vous, en tant que syndicaliste, Mbalo Diacham, c'est pas la première fois qu'on parle de réforme du système sanitaire. Il y a eu une réforme en 98, elle a été modifiée en 2015. Aujourd'hui, le Conseil économique, social et environnemental propose également de nouvelles réformes. Comment faire pour appliquer toutes ces recommandations-là finalement? Bon, pensons que en 98, peut-être nous avons été plus ou moins à la base de ces réformes avec nos incessantes grèves parce qu'on considérait que les hôpitaux étaient des mouroirs et qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, la réforme... Est-ce que ça a vraiment changé? Non, la réforme avait comme objectif principal une performance dans la gestion et une performance donc dans les soins de qualité. Mais cette réforme aussi, malheureusement, elle est de 98, elle n'a pas été accompagnée parce qu'au niveau de l'exploitation, donc les charges d'exploitation ne sont pas donc au prorata, donc parce que les subventions ne sont pas allouées au prorata des charges, donc ça constitue des gaps, surtout que ces hôpitaux ont emprunté donc les mécanismes, disons, de gestion de l'entreprise, des mécanismes modernes qu'on a importés à l'hôpital, qui devient une entreprise, mais qui ne génère pas de bénéfices et qui a l'obligation, disons, d'équilibrer ses comptes. Mais on a un exercice difficile parce que non seulement le budget consolidé d'investissement qui devait permettre l'achat de gros équipements ou bien donc de les remplacer, donc pose problème parce qu'il n'y a pas ce BCI. En lieu et place, on a eu des contrats de performance donc qui ont connu donc des fortunes diverses. Mais nous avons aussi la question donc des ressources humaines qui est aussi une question capitale parce que le statut du personnel aussi n'est pas appliqué. Et c'est pourquoi la question même de l'unicité du commandement pose problème parce que le directeur commande des universitaires, il commande des militaires, il commande aussi donc tout un ensemble de catégories d'agents. Et c'est des problèmes difficiles, des conflits à n'en plus finir. En quelque sorte, la réforme n'a pas été donc bien accompagnée. Oui. Par rapport même à ces projets d'établissement qui devaient faire en sorte que l'hôpital qui a un projet devait être donc financé dans les 5 ans pour changer non seulement sa physionomie, pour ne pas dire son génie sanitaire, mais aussi ses prestations, pour ne pas dire le paquet de soins. Et amoindrir donc, disons, les charges, parce que si l'hôpital donc coûte très cher, parce que sous-financé, donc tout ce que l'hôpital aura comme produit sortira de la poche des patients, pour ne pas dire des dépenses donc catastrophiques. Merci Mbalo Diacham d'avoir été avec nous. Je vais poursuivre les 5 dernières minutes qui nous restent avec le docteur Oumar Konaté qui vient de nous rejoindre. Docteur Konaté, secrétaire général adjoint de l'association des cliniques privées. Il est bien en ligne. Bonjour docteur Konaté. Oui, bonjour madame.
Aujourd'hui, depuis le début de l'épidémie ici au Sénégal, les cliniques privées se sont plaintes. Elles ont été complètement laissées en rade par rapport à la gestion de l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, comment vous voyez cette réforme du système sanitaire? À la lumière, bien sûr, de ce qu'on a vécu ces 8 derniers mois, pardon. Bon, vu ce qui se passe, donc ces 8 derniers mois depuis que cette maladie est là, le Covid, ça a tout simplement montré toutes les insuffisances du système, de notre système sanitaire. Toutes les insuffisances ont été mises à nu. Donc cette réforme, depuis 1998, les bénéficiaires, ça devait être et le personnel médical, le personnel paramédical en premier, et puis les malades également. Vu ce qui se passe, je pense que ni le personnel médical... Vu ce qui se passe, c'est-à-dire vous voyez, tout le monde est pris en charge, tout le monde est motivé, sauf le personnel médical. Les gens sont là, toujours en danger. On est toujours confronté à non seulement cette maladie, mais à d'autres maladies, d'autres pathologies. Toujours en danger et toujours on est les derniers à être servis. Donc, vous parlez du renforcement de la protection des agents de santé, c'est ça? Du renforcement de la protection des agents de santé, ça c'est clair. Hein? Et les malades également, ils se plaignent tous. À la limite, les gens ne veulent même plus être pris en charge dans le système sanitaire. Hein? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement, à l'issue de cette pandémie de Covid-19, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des structures spécialisées dans la prise en charge justement d'épidémies comme celle-ci? Non seulement créer des structures spécialisées, mais mettre également les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Qui n'est pas à sa place? Je ne veux pas rentrer dans ce débat, madame. Éviter qu'on mette des gens qui ont étudié la science médicale, aux places qu'il faut. Je pense que c'est la meilleure méthode, c'est la meilleure solution pour améliorer le système sanitaire dans notre pays. Éviter de balancer les politiciens et autres. D'accord. Une dernière question. Et quelle pourrait être la contribution cette fois-ci des cliniques privées dans cette réforme de notre système sanitaire? Écoutez, madame, les cliniques privées, là, on le sait, c'est clair maintenant, c'est nous qui réglons plus de 50%, 55% des problèmes de santé dans ce pays. Donc, leur classe, c'est quelque chose d'évident. Donc, il ne faut même pas qu'on se mette à polémiquer par rapport à ça. Donc, que les gens nous donnent un peu plus de respect, un peu plus de considération. Et puis, je pense que des choses pourront se mettre en place et tout le monde pourra en bénéficier. Enfin, les acteurs de santé principalement, et puis les malades en second. Oui. Merci beaucoup, Dr Oumar Konaté, secrétaire général adjoint de l'Association des cliniques privées du Sénégal. Merci également de nous avoir rejoints. Merci. Merci à Mbalo Diacham qui était avec nous au début de ce débat. Il est 12h49. C'est la fin de ce grand journal pour l'essentiel de l'actualité. Retenez donc que la gendarmerie de Kébémer a arrêté de nouveaux candidats à l'immigration clandestine. Arrestation qui a eu lieu cette nuit dans la région de Louga. On ne connaît pas encore le nombre de personnes interpellées, mais la compagnie de la gendarmerie de Louga a ouvert une enquête.
Sur cette affaire d'immigration clandestine, le secrétaire d'État chargé au Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, lui, a démenti les chiffres de l'association Japo, basée en Espagne. Selon lui, ce ne sont que 1200 immigrés clandestins de toutes nationalités confondues qui sont arrivés cette semaine à Tenerife et non 2000 Sénégalais comme annoncé par les membres de l'association Japo. Lancement également aujourd'hui de l'opération Djekali à Dakar. Plus de 2000 maisons ont été libérées des eaux et 3 millions de mètres cubes selon le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall. Et puis le professeur Daouda Ndiaye a été primé. Il a remporté le prix de la pharmacie francophone 2020. Merci à Aluba du côté de la mise en onde. Merci à Georges Titi Diop, Mohamed Ali Mouba et Saïdou Nourouba à la réalisation de cette grande édition d'information. Dans 10 minutes, le